Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société ? Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques ? Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armelle Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 3e saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Capucine Laurent de l'entreprise Yetic. Bonjour Capucine. Bonjour Ariane, merci de me recevoir. Avec grand plaisir Capucine. Alors pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et puis également ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui s'il te plaît ? Ça marche. Alors je dirais que j'ai eu un parcours que je définirais d'assez classique. J'ai fait une école supérieure de commerce durant laquelle j'ai quand même eu la chance de faire 6 mois de césure en management du sport, d'où petit clin d'œil à l'outdoor. J'ai continué, j'ai fait ma dernière année en MBA à Genève où je suis finalement restée pour démarrer ma carrière, si je puis dire, en audit financier. C'était ma majeure à l'école, donc j'ai audité des grosses sociétés, c'était hyper intéressant, hyper prenant un peu trop, donc au bout de quelques années, je suis passée côté entreprise pour faire de l'analyse financière dans un gros groupe cosmétique. Et chemin faisant, je me suis aperçue qu'il y avait quand même un gap entre mes valeurs et ce que je faisais, et aussi je me questionnais pas mal sur l'utilité que j'avais dans la société par rapport au contenu de mon travail en finance. Donc en 2019, j'ai décidé de reprendre une année d'études. C'est un DAS en management durable à Genève et que j'ai pu compléter avec 2 stages en parallèle, un en cabinet RSE et un autre chez Picture Organic Clothing à Annecy. Et donc à l'issue de cette formation, j'ai démarré une activité en tant qu'indépendante en RSE, en responsabilité sociétale des entreprises, où je faisais du consulting et des cours aussi à des étudiants de bachelor. Et depuis en fait ce DAS, on avait gardé avec d'anciens collègues un petit groupe. On se rencontrait en mode think tank pour imaginer un peu l'entreprise de demain. Et de fil en aiguille, on s'est dit mais si on se lançait pas en fait ensemble à monter notre structure. Et c'est là donc qu'on a commencé à travailler sur notre société coopérative Yetic. Voilà, et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de Yetic et quelle est sa proposition de valeur pour les clients ? Oui, bien sûr. Alors, comme le dit son intitulé, société coopérative Yetic, donc c'est une coopérative, elle ne fonctionne pas comme traditionnellement une SARL. On essaye d'être dans la gouvernance partagée, voilà, pour montrer être l'exemple auprès des entreprises, bien sûr. Donc, comme je le disais, on a confondé cette société avec d'anciens collègues du DAS. Aujourd'hui, très concrètement, en fait, on propose des prestations RSE. On a 3 volets. On a un volet formation où on va proposer que ça soit de la sensibilisation des fresques du climat, mais aussi des formations plus pointues sur la RSE ou le bien-être au travail. On a un volet stratégie où on va proposer des bilans carbone, des audits RSE. Et enfin, on a un volet valorisation où on va venir accompagner les entreprises à la certification B Corp, où on leur propose également de rédiger leur rapport extra-financier. Alors cette offre RSE, c'est la base du projet Yetic.
Mais on avait envie de créer quelque chose de plus grand et de mobiliser en fait vraiment un écosystème de professionnels qui partageraient notre vision et nos convictions. Donc on a poussé le modèle un peu plus loin, finalement, en proposant un statut d'entrepreneur salarié. Alors en France, c'est quelque chose d'assez connu, c'est ce qu'on appelle la coopérative d'activité et d'emploi, alors qu'en Suisse, c'est pas encore cadré. Oui, parce que petite précision, en fait, la société coopérative a son siège en Valais, où il y a une plus grosse partie de l'équipe, et elle rayonne jusqu'à Annecy, en passant par Lausanne et Genève. Mais du coup, on est installé en Suisse, donc d'où ma précision sur la législation suisse versus française. Donc, on propose ce statut d'entrepreneur salarié où on intègre dans la coopérative des professionnels de différents horizons, mais qui partagent la même vision, la même mission que nous. Et alors du coup, pourquoi est-ce que vous avez créé cette boîte ? Qu'est-ce qui était la motivation d'origine ? Alors, à titre personnel, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. Enfin, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. J'adore l'aventure et le challenge. Donc, depuis toujours, je me disais, je montrais ma structure. Et j'avais déjà travaillé sur un projet, d'ailleurs, en école de commerce. Et en fait, cette entreprise, déjà, c'est la rencontre qui a fait l'entreprise. Voilà, on s'est rencontrés dans les études. Tout se passait bien, on était vraiment alignés, on avait des idées extrêmement complémentaires aussi, et ça a été vraiment le déclencheur, on va dire, à la création de l'entreprise. Après, il y a plein de raisons, comme les convictions, bien sûr, qu'on partage tous, et le sens que ça nous donne à notre existence. Nos compétences qui ont permis aussi d'aller dans cette voie, et l'intelligence collective qu'on arrive à générer, que j'ai découverte assez récemment d'ailleurs, finalement, cette intelligence collective, et qu'on arrive à générer avec nos backgrounds assez variés, nos compétences variées, aujourd'hui en tout cas dans la coopérative. Et voilà, après, bien sûr, il y a aussi les bons côtés d'être son propre patron, la flexibilité et le challenge, voilà. C'est quoi les valeurs de Yetic ? Vous les avez définies ? Quelles sont-elles ? Alors oui, on les a définies, je dirais, de façon pas forcément classique. On a réfléchi en amont à ce en quoi on croit et comment on agit. Donc sans quoi on croit, bon, ça peut être très long, hein, mais je vais réduire. On va, voilà, par exemple l'authenticité, voilà, clin d'œil au greenwashing, un concept dont je reparlerai un peu plus tard dans le podcast. Voilà, faire les choses, voilà, croire en ce qu'on fait et les faire pour les bonnes raisons. Autre valeur, le respect, bien sûr, c'est quand même la base de ce que nous proposons. Bien sûr, responsabilité sociétale des entreprises. Et je citerai aussi la sobriété, parce que je pense que c'est vraiment la base du monde du futur, si je puis me permettre, entre guillemets, où il va falloir qu'on intègre en fait cette valeur et ce concept dans nos quotidiens. Et en termes de comment nous agissons, je dirais déjà la décomplexification d'un enjeu en fait compliqué. On arrive à rendre ça plutôt simple. On arrive aussi, on agit donc avec rigueur, mais avec un clin d'œil à mes collègues valaisans. Ça veut dire, c'est du patois, ça veut dire dans la bonne humeur. Donc on est rigoureux, mais tout en passant un bon moment. Et on agit aussi dans la collaboration, grâce à cette équipe multicompétences et complète, voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles, et quels sont, selon toi, les plus gros challenges que tu dois relever ? Alors, ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui m'anime, en fait, c'est de voir l'impact concret qu'on arrive à avoir sur les entreprises. Ça peut être au travers d'un bilan carbone. Voilà, on vient dresser un premier constat et voir que par la suite les émissions diminuent.
mais ça peut être aussi en termes de qualité de vie au travail, voilà, constater que ce qu'on a mis en place fonctionne et qu'on a un impact positif, ou en tout cas qu'on a diminué l'impact négatif de l'entreprise sur des thématiques RSE. Ce qui me plaît également, c'est plus, je dirais, de l'ordre organisationnel. C'est la stimulation en fait que m'apportent toutes ces missions variées que j'ai, parce que j'ai un panel d'activités assez varié. Je donne des cours à la HEG à Genève. Je fais des coachings avec l'université, des formations, mais aussi du consulting. Et ce panel varié d'activités me permet aussi d'être sans cesse stimulée de jamais me reposer sur mes acquis, de toujours chercher de nouvelles informations, de toujours chercher à innover, et ça me plaît vraiment. Et tu me demandais aussi les plus gros challenges. Alors, je vais partir d'un constat, c'est que, il y a quand même pas mal d'indifférence et puis, je pense, de déni en fait, des grosses sociétés des multinationales qui vont mettre un peu ce que j'appelle un vernis vert sur leur société, sur leurs produits, pour essayer de vendre plus. Et malheureusement, non, tant mieux, les consommateurs s'en rendent compte, mais ça déteint sur les plus petites sociétés qui vont avoir du mal à se motiver, à se mobiliser, et qui vont dire moi, avec mes impacts qui me semblent moindres, pourquoi je ferais quelque chose alors que ces grosses sociétés ne font rien? Et c'est là que c'est difficile de les motiver, de les mobiliser, et voilà, il faut qu'elles se rendent compte que le colibri, la magie du colibri, ça fonctionne. Voilà, tout le monde doit s'y mettre, petite entreprise, grosse entreprise, et ça malgré aussi l'inaction des pouvoirs publics. C'est mon plus gros challenge. Alors moi j'aurais une petite précision parce qu'on a travaillé et on travaille d'ailleurs encore ensemble. Oui. Il y a quelque chose qui est vraiment une tâche quotidienne que tu as à faire et qui m'impressionne énormément, c'est la collecte de données, parce que c'est un vrai challenge, que ce soit dans un bilan carbone ou dans l'accompagnement pour une certification B Corp. Il y a énormément de travail de collecte avec des gens qui peuvent être assez réticents pour les transmettre ou pas forcément comprendre ce dont on a besoin comme données. Et je trouve que, tu y arrives avec brio, mais c'est quand même un gros challenge dans ton quotidien. Ah, clairement. Pour compléter, en fait, moi, mon background d'auditrice financière m'aide beaucoup, parce que clairement, les sociétés qui étaient auditées, c'était pas par choix. C'était toujours une obligation légale, et on leur demandait toujours plus de travail, et ça, c'était compliqué. Donc, ça m'aide bien dans des sociétés qui ont en général choisi quand même d'entrer dans une démarche RSE. Mais c'est vrai que même si elles sont motivées et partantes, des fois elles restent un peu hermétiques, et elles ont, alors clairement pas ton cas, Armelle, mais certaines sociétés vont avoir un peu du mal à partager des informations, des documents, même au-delà du temps que ça leur prend de partager un peu de leur stratégie et de leur intimité, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type de ton quotidien professionnel? Parce qu'il a l'air d'être quand même sacrément varié. Oui. Alors oui, en effet, ce serait très compliqué de faire un dessin, un planning type. En fait, il y a vraiment pas de train-train dans mon quotidien, de par la diversité de mes missions, parce que mes cours, c'est plutôt déjà le deuxième semestre, c'est le soir, donc complètement différent du consulting qui va avoir lieu la journée, les formations. Tantôt je me déplace, tantôt c'est en ligne, donc c'est assez. Je pourrais pas donner un emploi du temps type. Après, de par aussi mon organisation, en fait, je travaille à temps partiel pour des raisons de santé, et j'organise mon emploi du temps en fait à mon rythme et selon ma forme. Donc une fois de plus, une semaine peut être complètement différente de la semaine suivante. Après, globalement, il y a quand même une ligne directrice. Je travaille beaucoup en télétravail, en visio avec les collègues.
des fois aussi depuis mon van. Je pars jamais très loin, mais c'est assez ressourçant de travailler depuis l'extérieur, on va dire. Et après, l'humain étant primordial, je vais aussi régulièrement voir mes collègues en Valais, où la société a son siège, et bien sûr, je rayonne pas mal sur Genève aussi. Mais je dirais beaucoup de télétravail. Est-ce que tu aurais, depuis le début de ta carrière professionnelle, un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable que tu as vécue et que tu pourrais partager avec nous? Oui, alors c'est pas forcément par rapport à... C'est pas dans le cœur du business que j'ai vécu cette situation, mais elle m'a fait tellement rire et halluciner que je vais la raconter ici. J'étais en train de rentrer de Tignes en covoiturage. Et d'ailleurs, petit aparté, les transports en commun en France, c'est une catastrophe, et encore plus en zone montagneuse. Alors merci Protector Winters d'agir pour essayer de faire évoluer les choses et avancer les choses. Donc oui, je reprends. Donc j'étais en covoiturage avec un monsieur charmant qui me demande ce que je fais comme métier, et donc je lui dis je fais du conseil et de la formation RSE. Il me répond alors en fait t'aides les entreprises à faire du greenwashing, et alors j'étais un peu choquée sur le moment, mais il était vraiment sérieux, et c'est vraiment ce qu'il pensait en fait de mon métier, et alors j'étais un peu en colère sur le moment, mais c'est vrai que ça m'a rappelé à quel point on est dans une société du paraître, de l'image, et ça même dans les entreprises, et que du coup la RSE est malheureusement souvent vue comme un accessoire à la mode, un must-have, et pas comme l'enjeu crucial qui nous attend et qui est déjà là. Enfin, voilà. Mais c'est un must-have. Après, c'est pas un must-have de communication, c'est un must-have d'organisation et de production, ce qui est pas tout à fait le même must-have. Et du coup, le monsieur, il t'a déposé au bord de la route, ou vous avez fini le voyage ensemble? Non, charmant. J'ai réussi à un peu lui expliquer en détail ce que je faisais, et lui montrer qu'en fait la RSE, c'est pas un nouvel apparat. Voilà, on vient bouger le business model, l'ADN de l'entreprise. C'est pas du greenwashing, du vernis vert. Mais bon, malheureusement, comme je le disais plus tôt, les multinationales l'utilisent plutôt comme ça, et c'est bien dommage. Mais non, il m'a bien déposé à Annecy. Est-ce que tu peux nous dire, Capucine, ce qui est, à ton sens en tout cas, le plus difficile pour justement un parcours de création et de développement de son entreprise? Oui, alors bien que ce soit quelque chose qui m'est toujours attiré et qui m'anime, et j'ai pu avoir de beaux exemples dans ma famille, il y a un côté qui est assez compliqué, c'est d'être multitâche. Alors clairement, je le suis de nature, je suis très curieuse, j'aime faire plein de choses différentes. Mais parfois, quand on est en train de jongler sur l'administratif, la communication, et que ça commence à prendre une place trop importante par rapport au cœur du business et aux missions, c'est un peu frustrant et démotivant. Après, la chance, c'est qu'on est une équipe et que on se soutient, et dans ces phases de down, le reste de l'équipe est là pour nous appuyer, nous aider à nous relever, nous aider aussi dans ces tâches parfois ingrates, et c'est très plaisant. Et après, autre point, donc nous on n'est pas une entreprise très traditionnelle, et on peut pas trop nous mettre dans une case. Donc par exemple, quand on a déposé nos statuts au registre du commerce, ils ont été refusés la première fois. Ils étaient pas assez traditionnels, pas assez dans les clous. Donc on a passé 3 heures d'entretien avec le préposé pour lui expliquer notre projet, etc. Et par exemple, en fait, nous on voulait pas nommer un président à la société. Et ça, c'est quelque chose qui est inenvisageable de leur côté. Donc on a bien sympathisé avec lui, et en fait on a conclu qu'on tirerait le président à la galette des rois, parce que c'était au mois de janvier, et ça l'a bien fait rire. Bon, finalement on l'a pas fait, mais on aurait pu le faire, et c'est pas simple d'être je dirais pas à contre-courant, mais d'être en dehors des cases classiques.
Bah voilà une anecdote rigolote. Tirer le président à la galette des rois, ça c'est pas commun. Et pourquoi est-ce que tu fais ça, Capucine? Qu'est-ce qui fait que quand c'est difficile, alors tu parlais de l'équipe, mais qu'est-ce qui te fait tenir? Pourquoi tu t'accroches ou pourquoi tu cours? Bon, déjà, pourquoi je fais ça à la base? Je suis quelqu'un d'hypersensible et voilà, moi j'avais un trop gros gap entre mes convictions et ma vie professionnelle et je supportais plus de voir ce qui se passait et de rester assise derrière mon bureau à travailler sur mes chiffres et à faire gagner de l'argent à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Et je le supportais plus vraiment. Et aujourd'hui, ça conforte encore plus mon choix. En fait, enfin, l'urgence est là. On a plus le choix. J'ai pas besoin de vous rappeler les canicules, la fonte du permafrost en ce moment qui fait des éboulements partout en montagne. Enfin voilà. Pour moi, c'est devenu trop urgent, trop important dans ma vie, et j'aurais pas pu faire autrement que de prendre ce virage. Et alors effectivement, des fois, c'est pas simple parce que c'est pas quelque chose qui est encore toujours bienvenu dans les entreprises. Mais ce qui me fait tenir, déjà, je dirais le première chose, c'est le groupe en fait. Voilà, cette équipe qu'on est. Il y en a un qui va moins bien, mais l'autre est là pour le rebooster. Il y a pas de, enfin vraiment, il y a une stimulation, une émulation et qui aide à tenir bon. Après, je suis aussi d'un tempérament assez optimiste et déterminé. Donc en fait, quand je fais quelque chose, en général, voilà, je vais au bout. C'est toujours toujours avec le sourire. Alors, j'ai une petite question parce que tu as dit que tu étais hypersensible. Le sujet du climat est un sujet qui a fait exploser les cas de climato-anxiété. Et donc, on voit comme ça des gens qui ont des grosses crises d'angoisse, voire des dépressions liées à l'impact du climat, enfin du dérèglement de notre climat et aussi la chute de la biodiversité. Comment toi, tu fais pour garder finalement la pêche, ton dynamisme et garder la foi, alors que tu es hypersensible et quelque part tu pourrais te laisser happer et tomber dans une forme de gouffre, quoi. Clairement, c'est pas simple. Enfin là, moi, j'ai vu cet été avec les canicules, enfin voir le paysage changer radicalement en quelques semaines et enfin ça a été assez dur. Après, j'avoue que j'ai essayé de pas trop y penser. Sur le moment, j'ai un peu fait l'autruche, mais ce qui m'aide, c'est aussi de me dire que bah voilà, moi dans mon activité professionnelle, bon à titre personnel bien sûr, je suis végétarienne, j'essaye de tout faire au mieux, on va dire, et de me dire aussi qu'à titre professionnel, bah voilà, j'essaye de faire bouger les choses et d'embarquer du monde, de sensibiliser, d'inspirer et d'engendrer un nouveau mouvement et ça m'aide à contrebalancer ce qu'on peut voir à l'extérieur. C'est le fait d'être aligné finalement qui te permet justement de pas être happé par cette spirale descendante qui fait craquer plusieurs personnes Ah oui, aussi. c'est sûr, ouais, oui, complètement. Et du coup, quelles sont tes plus grandes satisfactions ou ce dont tu es le plus fier des grands moments d'accomplissement que tu as vécu depuis cette aventure professionnelle? Bah du coup, on va rester un peu toujours sur ce même sujet. Il y a pas de grande médaille ou de grand prix, mais c'est simplement en fait d'avoir su m'écouter à temps il y a quelques années et oser me dire non. En fait, ma vie professionnelle là, ça va plus. Enfin, j'ai j'étais dans un modèle entre guillemets, on pourrait dire de réussite habituelle et attendue par la société. Par la société, oui, la société, rester sur ce terme. Voilà, avec mon début de carrière en finance, enfin voilà, j'étais dans une réussite classique et habituelle et reconnue, on va dire. Mais j'ai su m'écouter en fait à l'époque et oser prendre le virage et m'aligner avec mes convictions et en fait
avec le recul, c'est vraiment la chose dont je suis la plus fière. Bon, après, c'était vital, mais mais j'en suis quand même fière et voilà. Après, je suis aussi heureuse d'arriver à combiner mes problèmes de santé et cette activité professionnelle très riche, très nourrissante et très épanouissante. Ouais, c'est très très fort d'arriver à trouver ce chemin et une forme d'équilibre dans cette difficulté. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors j'en ai reçu beaucoup. Après, c'est plus une citation qui vient un peu illustrer le mode de vie. Enfin là, c'est mon conjoint qui me l'a donné. Ça illustre assez bien son état d'esprit. En fait, je connaissais pas. D'ailleurs, j'ai cherché pour le podcast l'auteur de cette citation, Carlo Dossi, un écrivain italien, qui a dit donc que les fous ouvrent des voies qu'empruntent ensuite les sages. Et en fait, je me suis quand même assez souvent retrouvée dans cette citation, que ce soit à titre personnel ou professionnel, parce que je me suis souvent sentie un peu différente, un peu à contre-courant, et à nouveau au niveau professionnel cette fois-ci, je me sens un peu, enfin, on est un petit peu hors case avec notre coopérative, mais de me dire que effectivement, bon, je vais pas parler de pionnier, mais voilà, il y a des choses des fois qui paraissent complètement aberrantes et qui rentrent dans le domaine du commun quelques années plus tard. Et cette citation, elle m'aide souvent à assumer mes choix et à croire en mes singularités. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est que c'est pas les fabricants de bougies qui ont inventé l'électricité. Qui est assez humoristique, mais en même temps qui dit bien les choses, quoi. Clairement, ouais. Mais ça va dans le même sens. Alors, l'industrie de l'outdoor, elle a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué? Alors, au vu de ma sensibilité, je dirais que ça va tourner autour de la RSE. Pas de grande surprise. Mais c'est surtout la prise de conscience des marques, que ça soit des acteurs phares comme Picture, qui ont lancé la location de leurs tenues de ski depuis l'hiver dernier. Enfin, super business model, nouveau business model. Ça soit Patagonia, précurseur dans le domaine bien sûr. D'ailleurs, je pense que j'en reparlerai plus tard, mais voilà, Patagonia qui propose la garantie à vie, ou qui sillonne l'Europe avec sa roulotte pour ce qu'ils appellent le Worn Wear Tour, où ils viennent réparer les vêtements gratuitement. Et en fait, on voit de plus en plus d'initiatives émerger comme ça. Et même au-delà de ces acteurs phares du marché, il y a de plus en plus de petites marques éco-responsables qui apparaissent. Je pense à Lagoped ou à Yak, et j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas vraiment le cas. On avait vraiment ces gros géants du marché et qui menaient leur barque, et c'est tout simplement. Après, je sais pas, je pensais aussi aux destinations touristiques quand je pense à l'outdoor, et on commence aussi à voir de leur côté une nouvelle histoire qui s'écrit. Bien sûr, c'est un peu un constat suite, avec le réchauffement climatique, le manque de neige, etc. Mais ces stations de ski deviennent donc des stations de montagne qui sont plus tout ski. Et comme la station de Métabier dans le Jura, c'est ma terre natale, donc c'est aussi pour ça que j'en suis fière et que j'en parle. Mais voilà, aussi on voit des destinations touristiques prendre un virage et s'adapter, et c'est assez encourageant, même si c'est peut-être un petit peu tardif pour un secteur dont le terrain de jeu est la nature, mais c'est très encourageant, et voilà, ça me booste, on va dire. Et du coup, selon toi, c'est quoi les plus gros défis que l'industrie de l'outdoor va devoir relever, ou l'industrie du tourisme d'ailleurs? Comme je disais, le changement climatique, clairement, il impacte déjà notre pratique des sports outdoor. Jusque-là, c'était surtout le ski, voilà, manque de neige. Là, on voit avec tous ces éboulements, l'alpinisme est aussi affecté. Enfin, voilà, les pratiquants, en tout cas, de l'outdoor ressentent
ressentent le changement climatique. Donc, s'engager, c'est une évidence, bien sûr. Après, je dirais qu'il y a plusieurs défis. Déjà, un défi, réchauffement climatique, défi climatique, voilà, de décarboner l'industrie. Ça peut passer pour tout ce qui est le marché du matériel, de l'équipement, par la transition énergétique des sites de production, qui est très gourmande qui est très émettrice, pardon. Ça peut être aussi la mobilité, pour que ça soit pour les destinations touristiques ou pour les distributeurs comme Decathlon, voilà. À savoir que la mobilité, c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre dans les stations de ski. Quand je parle de mobilité, c'est le déplacement des touristes sur leur lieu de vacances, voilà. Et la mobilité pour des distributeurs, Ouais, ça représente 74%. c'est faramineux. Et pour des distributeurs comme je cite Decathlon, l'impact aussi des clients, du déplacement des clients pour venir faire leurs achats est significatif. Donc voilà, des quelques axes en tout cas pour tout ce qui est de l'ordre climatique. Après, la RSE, comme vous le savez, c'est pas que de l'environnement, donc il y a aussi, je dirais, des défis sociaux. On constate déjà aujourd'hui des difficultés de recrutement, notamment dans les stations de ski. Enfin voilà, cet hiver j'ai vu des télésièges fermés parce que il manquait d'effectifs. Et là aussi c'est un virage à prendre et un grand défi. Voilà, et voilà, on peut parler d'amélioration des conditions de travail, mais aussi par la RSE, en intégrant la RSE dans l'entreprise, on peut aussi donner ce sens aux salariés qui leur manque, qui peut leur manquer, et en tout cas, ça résonne en moi parce que c'est ce qui me manquait aussi à l'époque. Donc ça, c'est, je pense, un défi assez important. Tu as parlé de Picture et de Decathlon. Decathlon est aussi le premier, un pionnier, puisqu'ils ont, depuis cette année, proposé la location du matériel par abonnement. Donc, au lieu de vendre des produits, on peut s'abonner à un prix fixe par mois et utiliser autant de matériel de sport que ce dont on a besoin et le rapporter une fois qu'on a terminé l'usage. Donc, on voit qu'il y a des business models qui émergent, qui sont hyper intéressants. Et quand un groupe comme Decathlon se lance dans ce type d'aventure, on peut penser que là encore, il y a une voie qui a été ouverte et que peut-être que d'autres sages l'emprunteront. Exactement, oui, il montre la bonne voie. Après, c'est fou comme Decathlon arrive à être innovant, que ça soit dans ses produits, dans sa stratégie. Enfin, c'est assez incroyable et c'est génial qu'il montre la voie justement aux autres acteurs. Et je crois que l'une des clés de Decathlon, c'est la question de la temporalité. Quand j'étais athlète, il a été question que je sois sponsorisée par Decathlon, et le pitch qu'on avait eu de la part des développeurs de produits de ski, en l'occurrence chez eux, c'était de dire on n'a pas de limite de temps pour développer le meilleur ski au monde. Notre seul objectif, c'est de développer le meilleur ski au monde. Et si ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas grave. Notre but, c'est d'y arriver. Là où d'autres marques n'ont pas ces moyens-là, ou ne se donnent pas ces moyens-là, et ont besoin de développer très vite un matériel, un ski ou autre chose d'ailleurs, au détriment parfois d'autres aspects que peuvent être la RSE ou d'autres encore. Et je crois que pour moi, ça c'est l'une des clés de Decathlon, c'est le fait qu'ils se donnent pas de limite de temps, mais ils ont une obsession sur l'objectif. Ah, intéressant, je connaissais pas du tout cette approche-là. Cette facette de l'entreprise, mais merci du partage. Je sais qu'aussi ils sont réputés pour être assez bons en termes RH et assez bien traiter leurs salariés, et ça aussi c'est un point clé. Évidemment, parce que si on veut obtenir le meilleur des gens, il vaut mieux leur fournir les meilleures conditions de travail, ça c'est certain. Exactement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise ? Je dirais déjà le mot d'ordre, la base, c'est la conviction en fait. C'est le moteur qui va porter le projet, qui va faire avancer le projet. Voilà, faut y croire, faut y donner du cœur et
y croire, pardon. Au-delà des convictions, je pense quelque chose, c'est pas je pense, c'est sûr, il faut repenser le business model, voilà. Il faut pas faire du greenwashing, mettre une petite couche de vernis vert, il faut vraiment placer la RSE au cœur de l'ADN de l'entreprise, de l'organisation, c'est vraiment clé, c'est vraiment clé dans une démarche RSE, c'est indispensable. Autre point qui est crucial, c'est de consulter et d'impliquer toutes ces parties prenantes pour les satisfaire et au moins trouver un consensus entre elles, que ce soit les fournisseurs, les clients, les sous-traitants, voilà. Et justement, animer cet écosystème, déjà le repérer, savoir qui il est et animer, le consulter, voilà, pour avoir justement un projet durable, viable, qui puisse satisfaire tous les gens sur lesquels on a un impact ou qui nous impactent. Et enfin, je dirais aussi peut-être d'être holistique, en fait, justement pas abandonner le pilier social au profit du pilier environnemental et tendre vers ce qu'on appelle en fait la durabilité forte, pardon, et veiller à agir en fait sur tous les aspects de la RSE et pas seulement sur un des piliers. Si je dirais, désolé, c'est plus qu'un conseil, mais ça me paraît essentiel de partager quelques clés. C'est une démarche, oui, globale, holistique, intégrale, de toute façon, où tous les rouages sont liés les uns aux autres. On ne peut pas agir que sur un seul des aspects sans en considérer les impacts que ça peut avoir sur les autres volets en termes relationnels, en termes humains, en termes produits, en termes... Voilà. Exactement. Tu parles de rouage et c'est là aussi, ça rejoint aussi le fait de placer la RSE au cœur de l'ADN, vraiment au démarrage pour engendrer ensuite toutes ces actions et limiter ces impacts négatifs, augmenter ces impacts positifs. Ça doit vraiment partir du cœur de l'entreprise, cette dynamique. Oui, on en revient au sens, en fait, au démarrage. Oui. Au démarrage, le sens est là. Est-ce que tu as un conseil de livre sur la RSE à nous partager ou sur le business en général, le plus global? Alors oui, complètement. Alors bien sûr, j'ai un super livre que je n'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder, du fondateur de Patagonia. Bon, désolé, on revient à Patagonia, mais ils sont vraiment exemplaires. Donc Yvon Chouinard, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, qui a écrit un livre intitulé Confession d'un entrepreneur pas comme les autres. Alors au départ, il avait écrit ce manuscrit pour les employés de Patagonia en interne, un peu voilà, pour leur expliquer son histoire, comment tout s'est déroulé, et finalement il a été publié. Et donc il relate dans ce livre toute son histoire entrepreneuriale, depuis la création du matériel adapté à sa pratique. Je crois que c'était les mousquetons au départ. C'est des pics, parce qu'à l'époque on plantait en fait des pics dans les parois. Et ça lui fendait le cœur, et c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, tu abîmais énormément les parois, et son innovation, en fait, ça a été de créer des systèmes qui permettaient de retirer les taquets, en fait, qui permettaient de retirer ces fameux pics. Et il les vendait au cul de sa voiture, ce qui faisait beaucoup rire les gens. Mais cette histoire est incroyable, hein. Merci pour la précision. Je me souvenais plus exactement du contexte. Alors, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et beaucoup parlé de cette phase de développement de business, parce que quand je l'ai rencontré, j'étais en création de ma première société. Donc, je lui posais beaucoup de questions sur ce sujet-là, et c'est pour ça qu'il m'a expliqué tout ça. Et c'est assez truculent. C'est un tout petit homme, physiquement, il est tout petit, il est plus petit que moi. Et je suis pas bien grande, mais en même temps, il est incroyablement grand, et il a une aura. Quand il rentre dans une pièce, la pièce s'illumine et tout le monde se tait, parce que il est incroyable. Ah, mais merci pour ce partage, Armelle. Mais en tout cas, rien qu'au travers du livre, on arrive à ressentir vraiment des choses incroyables. Enfin, déjà dans les années 70, ben voilà, il constatait les impacts de l'homme sur la nature, mais comme tu disais avec ses pics déjà, et c'est là qu'a tout démarré en fait, son engagement et voilà, et le livre relate jusqu'à l'engouement qu'on connaît aujourd'hui pour la marque, toutes les étapes et son état d'esprit,
Et ce livre, ouais, même si j'ai pas encore tout à fait terminé, il est incroyable et là aussi c'est vraiment un moteur et une motivation pour y croire et tenir et se dire voilà, lui c'était un pionnier et ce bouquin il donne des leçons de RSE alors qu'il appliquait ça de manière totalement empirique et qu'à l'époque le terme RSE ça n'existait absolument pas bien sûr et c'est hyper inspirant et motivant et ça effectivement ça aide à tenir. Ça rejoint ta question précédente. Alors pour ceux qui voudraient le lire en anglais dans le texte, je vous donne le titre parce que je le trouve tout à fait à l'image d'Yvon. C'est Let My People Go Surfing. Et parce que la place du surf est extrêmement importante dans sa vie, encore maintenant. Et c'était une des conditions essentielles de l'exercice professionnel de ses collaborateurs, c'est qu'ils puissent s'adapter aux marées pour aller surfer le spot de Ventura, qui est un des meilleurs spots en Californie, où est justement installé le siège et le premier lieu originel de la marque Patagonia. Oui, c'est assez. Merci pour cette anecdote que je connaissais, enfin que j'avais lue, mais c'est vrai que son rapport au travail et enfin à l'époque, il devait vraiment passer pour un hurluberlu et parce que effectivement pour lui c'était crucial d'équilibrer la vie professionnelle, la vie privée, notamment par la pratique des sports et j'imagine qu'à l'époque c'était pas quelque chose de très classique dans les entreprises. Merci beaucoup Capucine Laurence d'avoir été notre invitée. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que être aligné entre ses convictions et ses activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, c'est ce qui permet de traverser les épreuves et les difficultés. Le second, c'est la citation de Capucine, « Les fous ouvrent des voies qu'empruntent ensuite les sages ». Le troisième point, c'est que la conviction, c'est le moteur qui fait avancer les projets. Ou comme le dit un autre sage, l'énergie suit l'intention. Et enfin, le dernier point, c'est que la RSE, c'est pas uniquement le volet environnemental, dont on parle beaucoup en ce moment, mais plutôt une approche holistique qui implique au même niveau que l'environnement, la dimension sociale et la dimension d'économie territoriale. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.